C'est quoi ça? Bonsoir. À en juger par cette sorte de petit pas entre l'Algérie et la France, il semble que les deux parties aient enfin décidé d'aller vers un rétablissement de relations un tant soit peu normales. Oui, un tant soit peu normal, parce que des deux côtés, la politique interne pèse lourdement sur ces velléités de réchauffement. En France, parce que l'Algérie et tout particulièrement les Algériens sont devenus plus que jamais auparavant un fonds de commerce électoral, un puissant aphrodisiaque à faire mousser l'extrême droite, voire même la droite tout court, et je dirais même une certaine gauche, qui lorgne très sérieusement et de plus en plus sur ce vivier de la haine que se disputent de plus en plus de candidats au pouvoir. Et en Algérie aussi, sinon plus, mêmes approches cauteleuses et hypocrites, puisque la haine de la France coloniale est devenue au fil des décennies un fonds de commerce mémoriel tout aussi fructueux, dont l'usage est à facettes multiples, qui se décline à tous les tons du patriotardisme pétaradant et dont les dividendes pour la propagande du pouvoir en place pourraient très vite péricliter si les étreintes et les bousboussades avec l'ennemi se montrent par trop chaleureuses. Voilà pourquoi, donc, face aux micros et aux caméras, les déclarations d'intention se font de plus en plus sobres, les poignées de main pas trop chaleureuses et les accolades renvoyées à plus tard. Fini les gros bécots de Macron sur le coup de Tebboune. Pareil pour les chiffres et les accords qui vont se conclure. Les deux opinions publiques n'auront vraisemblablement droit qu'à quelques informations lapidaires débitées au plus fin. Et pour cause, côté Algérie, les médias aux ordres n'ont quasiment soufflé mot sur les haragas, sur les immigrés clandestins en France, renvoyés chez eux après la délivrance par les consulats algériens de 150 laissez-passer depuis février 2026 seulement, alors qu'entre avril 2005 et février 2006, pas un seul laissez-passer n'avait été délivré. Rappelez aussi que c'était Retailleau qui était alors ministre de l'Intérieur. De la même manière que rien ou presque rien n'a filtré sur les 500 Algériens qui avaient été expulsés ou aidés à quitter la France au premier trimestre 2025. Aucun média algérien n'a soufflé mot, à ma connaissance, sur le fait que les Algériens battent le record en termes d'expulsion en France, quoi qu'en disent les autorités françaises. Environ 3 000 en 2024, plus de 2 500 en 2022. En dents de scie du zéro expulsion jusqu'à des milliers selon l'humeur et les privilèges, que dis-je, le droit de cuissage consenti aux barons du régime. Mais il n'y aura pas que cet aspect des choses entre ces deux pays qui se retrouvent et qui se parlent. Parmi les points qui vont très certainement être évoqués et qui sont d'une importance capitale, j'allais dire vitale, pour le régime algérien,
ses clientèles, ses parentèles. La question des visas pour les dignitaires et leurs familles sera en pole position, même s'il relèvera plus du non-dit que de la clameur. Celui de plus en plus lancinant du musellement, d'une façon ou d'une autre, de l'opposition algérienne en France. Sur cette condition centrale du pouvoir algérien, les tenants algériens du pouvoir ne parviennent pas à admettre que la justice française puisse être indépendante du pouvoir exécutif. Contrairement à ce qui se pratique ouvertement en Algérie, où les magistrats fonctionnent à la sommation téléphonique. L'autre mauvais souvenir qui vient un peu gâcher les retrouvailles est dans la cause première qui avait mis le feu aux poudres et failli conduire à une totale rupture diplomatique entre les deux pays. Rappelez-vous, le 30 juillet 2024, cette lettre de Macron à Mohamed VI, parue dans la presse française et par laquelle il reconnaissait solennellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et rappelez-vous aussi la réaction quasi hystérique de Tebboune et bien sûr de tous les relais du régime algérien. Je reste très mesuré lorsque je parle d'hystérie parce que jamais le régime algérien n'avait exprimé d'une façon aussi tonitruante, aussi radicale, aussi extrême, aussi démesurée une telle attitude avec les 130 autres pays qui avaient exprimé leur soutien à l'initiative marocaine sur le Sahara. 130 pays ou plus, dont les USA, l'Espagne, le Royaume-Uni, dont la quasi-totalité des pays arabes frères. Pas un mot, pas le moindre geste d'humeur. Il y a donc de quoi se poser la question. Oui, pourquoi alors la France et la France seulement? Pourquoi avoir provoqué une telle crise entre les deux pays pour finalement, et après 2 années de crise, revenir à la case départ? Tout ça pour ça. France-Algérie, réchauffement, point d'interrogation. Et pour en parler, Mohamed Bakir, qui est ici avec moi, analyste politique. Mohamed, merci d'être des nôtres. Merci. Maître Issa Rahmoun, avocat et secrétaire général de la Fédération internationale des droits humains, qui sera avec nous en visio. Maître Issa Rahmoun, merci d'être des nôtres. Bonsoir Sidi Jamal, bonsoir Mohamed Toutlaoun, et merci pour l'invitation. D'accord. Il y a un peu d'écho, j'espère que ça va être réglé. Alors, Mohamed Bakir, comme ça, à chaud d'abord, sur ces retrouvailles, j'allais dire, votre impression première. À mon avis, comme première réaction, d'abord, il faudrait essayer de situer le niveau qui devrait être celui des relations algéro-françaises. Parce que le régime algérien nous a habitués à ne pas avoir de repères. On parle de choses dans l'absolu. On a tant, on a fait tant, on a telle relation, etc. L'Algérie et la France sont deux pays du bassin occidental de la Méditerranée. On partage une histoire commune douloureuse certainement, mais qui est bien réelle et qui laisse des éléments en partage. Une immigration et une population partagée, surtout de ce côté-ci de la Méditerranée, et des possibilités de coopération qui sont immenses.
Je pense que c'est par rapport à ça qu'il faut essayer d'appréhender les choses. Parce que Sauf sinon... pardon de vous interrompre, sauf qu'il y a une sorte de relation malsaine fondatrice au départ, déjà, dès l'indépendance du pays. D'un côté algérien, donc ce compte qui n'a pas été soldé de la colonisation, de ce qu'ont subi les Algériens, et qui n'a pas été soldé comme il aurait fallu le faire. Et de l'autre, et de plus en plus ces derniers temps, l'Algérie qui devient un fonds de commerce électoral pour la droite, pour l'extrême droite, voire même pour une certaine gauche. Donc nous partons un peu sur de façon bancale. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait d'abord essayer d'appréhender ce que pourraient être les relations entre ces deux pays-là. C'est par rapport à ça qu'on peut dire est-ce qu'on est dans le juste ou on est très en deçà de ce qui pourrait être fait. Parce que la géographie, elle a ses lois. Nous sommes dans le même espace. Et l'histoire, elle a aussi ses lois, puisque nous partageons des éléments de population commune. Il y a de réelles possibilités de coopération. Maintenant, c'est vrai que les choses ont été toujours compliquées. En 1962, il devait y avoir 900 000 Algériens d'origine européenne qui devaient rester, qui ne sont pas restés, parce que l'OAS a fait son œuvre, a imposé le cercueil ou la valise, le choix du cercueil ou de la valise. Donc déjà, c'est une question qui travaille les relations jusqu'à aujourd'hui, cette fracture-là. Ensuite, il y a eu toute la période de l'émigration, puisque l'Algérie ne pouvait pas créer des emplois ex nihilo. Il fallait garder cette relation avec la métropole. De fait, ça s'imposait. Et l'histoire de l'émigration a été douloureuse. Il y a eu des périodes beaucoup plus dures que celles que nous connaissons aujourd'hui, de chasse au bico, de chasse à l'émigré, d'assassinats, de liquidation physique dont nos compatriotes étaient victimes. Ce que nous voyons aujourd'hui de l'extrême droite. Là, en ce moment, il y a aussi et encore du racisme qui est très exploité politiquement. Il y a eu beaucoup plus grave. Oui, mais là, en ce moment, le curseur, on est là. Ça veut dire, d'un côté, c'est l'usage d'un fonds de mémoriel. Ça veut dire que par rapport à ce qui est possible, qu'on en soit réduit à discuter des relations algéro-françaises par rapport aux EQTF, par rapport à la DZ Mafia ou je ne sais pas quoi, parce que je ne sais pas ce qu'elle a de DZ, cette mafia, ou de dossiers simplement sécuritaires, c'est dramatique. Parce que le potentiel de coopération mutuellement bénéfique est immense. Et qu'on en arrive, par exemple, à combattre le français, à substituer une langue de colonisation par une autre. Parce que c'est ça qui est fait avec l'anglais. Oui. Mais c'est fait un peu comme un chantage. Ah bon, alors nous allons remplacer le français par l'anglais. Ce n'est pas objectif. Oui, pourquoi ? Parce que, et là ça nous renseigne sur ce qui dénature la relation algéro-française. D'un côté comme de l'autre. Ce qui la dénature, c'est que nos besoins ne sont pas bien définis. Si en tant qu'État, si en tant que nation, nous avions une vue claire de nos intérêts et des objectifs que nous devons atteindre, à partir de ce moment-là, on saurait avec qui les atteindre. On saurait vers qui aller pour atteindre le plus vite possible les objectifs qu'on s'est fixés. Mais le problème est que d'un côté comme de l'autre, la situation n'est pas apaisée. D'un côté, en France, où il y a une sorte de bouc émissaire qui s'est émigré, qui sert à faire élire, à faire mousser, et côté algérien, ce fonds mémoriel qui est usé jusqu'à la corde, qui continue à désigner la France comme l'ennemi séculaire. N'empêche que le niveau des échanges commerciaux ne s'est jamais effondré, qu'il est resté stable, que le stock d'IDE français en Algérie est resté stable depuis 2016 à peu près, même s'il y a une plus grande présence turque, etc. Et que, bien sûr, on parle de la visite de Darmanin ou de Munez, mais on ne parle pas aussi de la visite du MEDEF en Algérie, qui s'est passée au mois d'avril passé, et qui, semble-t-il, a été plutôt fructueuse. Bon, fructueuse pour qui, je ne sais pas, mais semble-t-il qu'elle a été fructueuse. Donc il y a ce paradoxe-là. Il y a
ce qui transparaît, ce qui est servi par les médias et les relais politiques, donc qui accrédite une tension. Mais sur le plan économique, disons Vous que les pensez choses... que c'est un peu au beau fixe, question économique? Là, il ne faut pas Par la oublier que la force, France par la était force le des choses. premier partenaire économique Oui. de l'Algérie. La France a perdu beaucoup de positions, pas seulement en Algérie. Donc, en Afrique en général, elle a perdu beaucoup de positions. Il se trouve qu'en matière économique, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Une fois qu'on a signé un contrat, on est obligé de l'honorer. Et puis il y a une conjoncture mondiale, Oui. contexte. Et à partir de ce moment-là, donc les choses sont restées plutôt stables, même s'il n'y a pas de partenariat stratégique. Il pourrait y avoir une réflexion algérienne pour dire est-ce que la relation avec la France doit revêtir un caractère stratégique ou pas. Ce serait dans notre intérêt d'avoir une vision claire sur la question. Absolument. Et à partir de ce moment-là, on ne serait plus dans les petites manœuvres qui se font actuellement. Donc c'est regrettable qu'on en soit réduit à être otage de Rotaillot ou de n'importe quel autre troublion de l'extrême droite ou de la droite. Issa Rahmoun, sur ce point, quel est votre avis sur ces retrouvailles, entre guillemets? Excusez-moi, ben, effectivement, je partage l'essentiel de la grille de lecture de Mohand. J'ajouterais seulement que, voilà, avec cette volonté de reprendre les relations avec la France, avec Paris, il s'agit pour le régime algérien, et surtout sur la question de la coopération sécuritaire. Et dans la coopération sécuritaire, il y a tout un ensemble, lutte contre le terrorisme, le réseau criminel, les réseaux criminels transnationaux, le narcotrafic. Quoique pour cela, il faut ouvrir la parenthèse. Comme disait Moumouh, qu'est-ce que représente la DZ Mafia à part le D et le Z? Il s'agit effectivement d'une multinationale de narcotrafiquants et au niveau de Paris, avec la droite et l'extrême droite qui n'arrêtent pas d'exploiter ce circuit de narcotrafiquants pour lui apporter cette étiquette de DZ qui, selon la documentation et les enquêtes faites par les journalistes, mais aussi par la police judiciaire et les milieux judiciaires en France, où les fondateurs étaient des Algériens d'origine algérienne, mais qui sont nés en France, qui ont étudié en France et leurs parents pareil, mais que c'est devenu à travers le fil des jours et des années une multinationale du narcotrafic. Par contre, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, après l'isolement qu'a subi l'État algérien, l'isolement tant avec ses relations avec les États euh, voisins juste à côté, que ce soit le Maroc, le Mali, le Sahel en général, à part la Tunisie, l'Espagne et la France, il s'agit voilà, d'essayer de vendre cette image qu'il s'agit d'un État qui ouvre sa diplomatie d'une manière positive et qui reprend sa place dans le concert des nations. Ça, d'une part. D'une autre part, quand bon, ils évoquent la question euh, des biens ou des blanchiments, des opérations de blanchiment d'argent et de placement en France, un peu partout en France. Et c'est une des promesses, souvenez-vous, du premier mandat de Abdelmajid Tebboune, c'est-à-dire de récupérer tout l'argent issu de la dilapidation dans des opérations de placement à l'étranger. Et là, le deal, il se passe entre les deux systèmes, entre les deux parquets. On a vu d'ailleurs lors de la visite de Darmanin, la procureure chargée, la PNF, la procureure nationale financière, chargée des affaires financières, qui s'est déplacée, qui était dans la délégation. Et pour le régime algérien, quand on perd toute sa diplomatie à travers la reconnaissance, surtout très importante, et on a vu la déclaration du ministre des Affaires étrangères français, Barrot,
qui avait soutenu, encore une fois, euh, la lettre envoyée de Macron au roi Mohamed VI, reconnaissant la feuille de route ou bien la proposition du Maroc sur le Sahara occidental. La France n'a pas changé de position. Et du coup, quand on perd tous ses atouts à l'extérieur, quand on perd tout son vocabulaire, son récit et son prisme diplomatique à l'extérieur, on essaye de se racheter au niveau intérieur par la domination des populations, ça c'est sûr, mais aussi en faisant appel à toutes ces déclarations, toutes ces promesses faites par Abdelmajid Tebboune pendant sa candidature au premier mandat. Et aujourd'hui, Tracfin est sollicité par le parquet en France. Euh, les procédures sont engagées et je pense même qu'il y a une opération de formation des magistrats algériens, particulièrement ceux du parquet, qui ont le pouvoir d'exécution, d'émission de mandats d'arrêt internationaux, mais aussi des opérations d'extradition qui sont des opérations bilatérales entre deux pays. En fin de compte, on arrive à une situation où l'Algérie cède tout à l'extérieur, y compris la question des OQTF, y compris la question des réfugiés politiques, et notamment, je pense à deux affaires phares qui ont frappé ces dernières semaines, ces derniers mois, qui ont défrayé la chronique sur la répression transnationale et l'ingérence de l'État algérien sur un sol étranger pour tout récupérer à l'intérieur. Tout récupérer à l'intérieur avec sur fond une manipulation en interne qui vise à se donner un meilleur Parlement. Pourquoi pas pour amender une constitution et ouvrir une mandature à Abdelaziz Tebboune. Très bien. Alors, en fait, les relations algéro-françaises sont tellement complexes, le passif étant tellement lourd, que je crois qu'il est très difficile de vraiment en parler. Mais justement, alors moi, je vais vous dire quelques points. Je vous laisse le choix de faire la synthèse que vous voulez ou d'engager la piste que vous pensez la plus centrale. Il y a cette question de vérité et justice sur l'histoire coloniale, qui n'a pas été faite à ce jour. Il y a la situation de la communauté algérienne et franco-algérienne, parce qu'il y a beaucoup de binationaux en France, qui reste aussi très problématique. Il y a ce fameux problème des émigrés clandestins et par conséquent des OQTF. Et il y a cet énorme problème qui est mis de côté, qui est totalement occulté et pour cause, puisqu'il concerne le régime algérien. Les milliers, pour ne pas dire les milliers de barons algériens, de dignitaires, de potentats, leur clientèle, leur parentèle qui ont exfiltré des fortunes colossales qui sont installées en France, dont presque personne ne parle, que personne n'évoque, surtout pas le régime algérien, mais aussi ce blackout observé par la presse algérienne, parce que d'un côté français, on en parle à satiété des relations algéro-françaises, au point où les Algériens sont obligés de se connecter sur les médias français pour savoir ce qui se passe. Alors côté presse algérienne, c'est le blackout, on n'en parle quasiment pas, si ce n'est lorsqu'on est sommé par le pouvoir algérien de lyncher une quelconque personnalité française. Alors, je vous laisse vous engager où vous le souhaitez dans ces points. En vérité, toutes les questions se tiennent. Toutes les questions se tiennent. Si on avait un État qui émanait de la volonté populaire et qui est contrôlé par le collège des citoyens, qui est tenu à une reddition des comptes, qui est un fonctionnement institutionnel, on ne serait pas dans cette situation-là. Or, la nature du régime algérien, la France a beau jeu d'en tirer profit.
Et peut-être que si une classe politique ou une classe dirigeante connaît le régime algérien sur le bout des doigts, c'est bien la classe dirigeante française. Parce que nous, on voit ce qui nous est donné à voir sur le plan public, mais leurs relations, elles sont beaucoup plus profondes. Il ne faut pas qu'on soit naïf. S'il y a des biens mal acquis en France, c'est parce qu'il y a un bon vouloir pour qu'il y ait ces biens mal acquis. Et il m'étonnerait que le dossier soit soldé, parce que c'est des biens de personnes qui, à un niveau ou à un autre, à un titre ou à un autre, ont une allégeance à la France. Et je ne vois pas la France liquider ses atouts, liquider ses pièces maîtresses pour faire plaisir à des gens qu'elle sait très bien pouvoir manipuler, pouvoir acheter, pouvoir rouler dans la farine. Donc il ne faut pas qu'on soit naïf. Ça d'un côté. Quand on offre une plaque de blanchiment d'argent à des despotes qui viennent... oui, c'est parce que ça sert des intérêts, ça sert les intérêts de la France. Oui. Et le problème, il est chez nous. C'est nous qui avons de mauvais dirigeants. Absolument. Et les dirigeants français, ils tirent profit de la... raison d'État. Voilà. Pour ce qui est de la période coloniale, moi, ma position, elle est toute simple. Nous, en 62, on a liquidé le problème colonial. En 62, on a réglé le problème. C'est un problème franco-français aujourd'hui. C'est à la France de régler la contradiction qu'il y a entre les valeurs qu'elle proclame, qui sont celles de 1789, et la pratique qu'elle a eue d'assujettissement et de réduction en servitude de peuples entiers. C'est la France qui est en contradiction. Vous pensez que le côté algérien, le problème est soldé quand on voit le régime en faire un véritable fonds de commerce de haine, de propagande? C'est ça le non-sens. C'est ça le non-sens. Lorsque Tebboune décide de mettre en place une commission mémorielle qui aurait pour rôle d'écrire une mémoire commune, il n'y a pas de mémoire commune. Tant que la France n'a pas condamné le colonialisme, il n'y a pas de mémoire commune possible. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne comprends pas l'attitude de Tebboune dans cette démarche, et tout fièrement, il le dit, c'est moi qui étais à l'initiative de cette commission. C'est une bêtise monumentale. Pour qu'il y ait une mémoire commune entre l'Algérie, quel que soit son régime, quels que soient ses déboires, et la France, qui a un passé colonial, il faut que la France... Mais encore faudrait-il que l'opinion publique, d'un côté comme de l'autre, ait accès à ce qui s'est réellement passé. Nous, on y a accès dans notre chair. Cette mémoire. Nous, on y a accès dans notre chair, dans la chair de nos grands-mères, de nos grands-pères, de nos pères, etc. Oui. Donc, on y a accès. Maintenant, c'est la contradiction qu'il y a au niveau français qui doit être réglée. La France ne peut pas continuer à proclamer la mission civilisatrice du colonialisme. Elle ne peut pas continuer à le faire. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. C'est encore le cas. Avec Macron et les déclarations qu'il a faites... Les petits pas ne font pas une mémoire. La démarche de Macron est la plus dangereuse parce qu'elle obère la mémoire de la victime. Il nous fait croire qu'en reconnaissant des petits faits, il condamne le colonialisme. Il ne condamne pas le colonialisme. Le colonialisme est la pire des versions du capitalisme. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune condamnation. Ils viennent d'abroger le code noir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un combat. Il y a eu le combat de Taubira, essentiellement, qui a abouti à une condamnation de l'esclavage. Ils n'ont pas abrogé, ils ont condamné. Non, ils viennent d'abroger Mais il était déjà abrogé. Non. Ils viennent de l'abroger la semaine dernière. Abrogé ou condamné? Abrogé. Le code qui organisait la traite des Noirs. Ça veut dire qu'il était valable légalement de pouvoir non, les textes n'ont jamais été abrogés. D'accord. Les textes ils sont tombés en caducité. Ils étaient plus utilisés, mais c'est la même chose. La semaine dernière, l'Assemblée nationale française a abrogé l'ensemble de ces textes. Officiellement. C'est un geste politique. Bien sûr. Or, le colonialisme jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une condamnation du colonialisme. On considère que le colonialisme a fait des choses, oui. Le colonialisme nous a mis dans une bulle où plus tard un président arrive en Afrique, il dit « vous n'êtes pas encore entré dans l'histoire ». Oui, vous nous avez empêchés d'entrer dans l'histoire. Oui, c'est la vérité. Pour ce qui est des populations communes, c'est un atout. Or, si on n'a pas une vision claire en tant qu'Algérien, comment voulez-vous qu'on profite de ces atouts-là? On a des cadres qui contribuent à l'essor français. Il y a des hommes politiques qui contribuent à la vie publique française. Il y a des animateurs de la société civile.
il y a des entrepreneurs qui contribuent à la richesse française. Mais si on n'a pas une vision claire en tant qu'Algérien, si notre État... Il n'y a pas que des racailles. Mais ils sont invisibilisés, les gens desquels je suis en train de parler. Par contre, les racailles sont hyper visibilisés. Ils sont hyper visibilisés. Donc, et ça, c'est une responsabilité d'Alger. C'est Alger qui fait qu'on ne parle que des jeunes qui sont en difficulté, que des jeunes qui sont parqués dans les banlieues, dans les ghettos de banlieues, etc. Et pour ce qui est des migrations, pour ce qui est de l'immigration, qu'elle soit légale ou qu'elle soit illégale, c'est la question du co-développement. La meilleure réponse à ces problématiques-là, c'est une politique de co-développement, c'est de l'entraide, c'est un programme de coopération. Mais il nous faut un État qui réfléchisse comme ça. D'un côté comme de l'autre. Ici, ils sont capables. Parce que si on leur tient ce discours, l'État français, si on lui tient ce discours, on va avancer. Mais si on lui tient le discours de qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il est possible d'avoir. On m'a parlé d'un château là-bas, on m'a parlé d'une banque qui peut recevoir des comptes, etc. Parce que c'est ce qui se discute une fois que les cérémoniaux sont terminés. Pourquoi vous voulez qu'ils vous fassent des concessions? Ils vont pas... Donc le problème, il est en nous. Est-ce qu'il pourra... Oui. L'olivier. Oui. Hein? La pioche... elle rognait l'olivier. Et l'olivier s'est plaint. Il lui a dit, écoute, tu es en train de me blesser. Ben, il lui a dit, le manche, il est de toi. Hein? Ouais, le manche, il est fait de bois d'olivier. Du bois d'olivier. Donc, le problème, il est en nous. Ce qui veut dire qu'on a un pouvoir qui dénature. Il y a une dernière question que je vous demanderai de répondre assez rapidement pour pouvoir donner la parole à Issa. Est-ce qu'il serait aussi aisé que vous le dites de liquider cette lourdeur historique qu'a été la France-Algérie? La France-Algérie telle que décrite par Lounis Agoun et Jean-Baptiste Rivoire, comme on dit la France-Afrique. Ouais. La France-Algérie, c'est d'abord la région algéroise. C'est d'abord et avant tout. Vous voulez dire le régime, bien le sûr, système. C'est d'abord ça. Parce que l'État français, il poursuit ses intérêts bien compris. Bien compris, forwardement. Voilà. Avec la plus grande froideur. Raison d'État. Voilà. Le problème, c'est que nous n'avons pas un alter ego de notre côté. Un État qui poursuit les intérêts algériens de la façon la plus froide possible et la plus raisonnable possible. On est dans la même région du monde, on a des choses en partage, une langue, des citoyens en partage, on a une histoire, même si elle est douloureuse, qui est en partage. On a une complémentarité. Je vous donne un exemple. L'un des secteurs stratégiques français, c'est le nucléaire. D'abord, il leur faut vendre leur centrale. D'un autre côté, il leur faut du combustible. Peut-être qu'on a les deux. Peut-être qu'on a les deux possibilités. Les possibilités de coopération sont infinies. On parle d'Urgen, du nucléaire. Mais dans le cadre d'Urgen, pourquoi on ne négocierait pas un nucléaire civil avec les Français? Et qui trouverait dans les mines d'uranium qu'on pourrait avoir dans nos hangars une possibilité d'approvisionnement de façon la plus proche. Encore faudrait-il, comme vous le dites si bien, que d'un côté il y ait un État et que de l'autre il y ait aussi un État. Du côté français, il y a un État. Voilà. Alors, Issa Rahmoun, avant de vous donner la parole, nous allons écouter M. Laurent Nunez sur Europe 1 aujourd'hui. Il s'agit de restaurer avec l'Algérie, je cite, un dialogue efficace et respectueux. Laurent Nunez s'était lui-même rendu de l'autre côté de la Méditerranée comme ministre en février dernier. Il reçoit donc son homologue aujourd'hui et Paris tient à mettre en scène ce réchauffement progressif des relations. Après 2 ans de gel de la coopération lors du passage de Bruno Retailleau place Beauvau, Laurent Nunez est allé accueillir Saïd Sayoub à l'aéroport. Ils poseront devant les photographes tout à l'heure au ministère de l'Intérieur avant un entretien où les sujets de tension seront nombreux. La question migratoire.
je travaille avec mon homologue sur les questions sécuritaires, les questions migratoires. Il s'agit maintenant d'augmenter le nombre de laissez-passer obtenus, les reconduites vers l'Algérie. Les choses se sont réenclenchées, il faut maintenant monter en puissance. Et la libération de Christophe Glaise, toujours détenu dans les geôles algériennes. J'évoquerai la situation de Christophe Glaise, évidemment, mais ça, ce sont des choses que nous faisons dans la plus grande discrétion, dans l'intérêt du processus qui a été enclenché. Processus enclenché lors de la récente visite de Gérald Darmanin en Algérie, mais qui n'a toujours pas abouti. Seule une grâce présidentielle d'Abdelmajid Tebboune pourrait mettre un terme à la détention du journaliste français. Issa Rahmoun, commentaire. Avant de faire un commentaire sur les déclarations du ministre de l'Intérieur français, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Mohand, si vous permettez. Bien sûr. Effectivement, ces processus de décolonisation, Mohand a bien situé, a touché du doigt la responsabilité de l'État français, parce que depuis 1830 jusqu'à 1962, s'il y avait le droit international comme on le vit actuellement en termes de qualification de crimes contre l'humanité, de génocide et de crimes de guerre, effectivement, la France aurait été un des pays qui avait commis des crimes internationaux à l'encontre des Algériens. Force est bien sûr, c'est l'histoire qui évolue d'une manière qu'on ne la contrôle pas. Et il s'agit effectivement de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et même de génocide. Par contre, de notre côté, du côté d'Alger, est-ce qu'il y a un effort intellectuel, pédagogique du régime algérien pour construire un récit national, un récit patriotique qui voudrait dire que le processus de décolonisation n'est pas achevé, que ce soit sur le plan culturel, social, économique. Ça pèse jusqu'à présent. Mohand a évoqué la visite du MEDEF et on voit très clairement la dépendance économique de l'Algérie vis-à-vis de l'industrie et de la production internationale, où on est importateur de tout produit et on n'exporte que les énergies fossiles. Et ce processus de décolonisation, quand on l'évoque, c'est une des résolutions de la FIDH au congrès de Bogota, ne peut pas se limiter à un processus d'indépendance d'un État, mais un processus de décolonisation qui a en son sein une profondeur philosophique, politique et juridique très importante. Et c'est pour cela, aujourd'hui, en Algérie, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de recherche scientifique, il n'y a pas de travail d'investigation. Et pour citer que 3 points sur ça, le problème des harkis n'est pas encore résolu, non seulement pour la France, mais aussi pour l'Algérie. Le problème de l'accès à l'archive pour les historiens algériens, et puis qu'ils travaillent d'une manière libérée, d'une manière libre, sur le récit de l'histoire, les témoignages, apporter les contradictions, enfin construire un récit national. Et on a besoin de ça. Le récit national, il est sur l'aspect culturel, sociétal, sur tous les aspects, quoi. Et 3, sur les essais nucléaires, les essais bactériologiques et tous les essais après l'indépendance, sous le régime d'Ouboumdine, qui a toléré tout ça. Donc, il s'agit en fin de compte de mettre le doigt, comme Mohand a mis le doigt sur ces questions qui sont très importantes. Par rapport aux déclarations du Nunez, force est de constater que le ministre de l'Intérieur, qui a communiqué à Europe 1 pour le peuple français, donc il s'agit d'un effort de redevabilité, il est redevable devant la société française sur les enjeux stratégiques des relations franco-algériennes ou algéro-françaises. Il a cité notamment les questions sécuritaires, la question de Christophe Glaise, mais la question qui se pose, est-ce que nos responsables, notre gouvernement, on a eu beaucoup de visites, je rajoute aux visites Ségolène Royal, et d'ailleurs, voyez-vous, tous les représentants, on va citer les 3 ministres qui sont déplacés, que ce soit celui de l'Intérieur, la déléguée à la Défense et Darmanin, je rajoute Ségolène Royal et le MEDEF, tout ce personnel était reçu par Abdelmajid Tebboune. Est-ce que Sayoud sera reçu par
Emmanuel Macron? La réponse est non. Il ne sera pas reçu par Emmanuel Macron. Est-ce que notre gouvernement, nos ministres ont communiqué sur les attentes algériennes par rapport à la France? Ils citent la question des oligarques, des OQTF, de l'investissement français qui peut rapporter de la main-d'œuvre en Algérie, mais aussi euh, des sources d'enrichissement et de financement. Je rajoute à ça, comme l'a dit Mohamed, les questions de développement. C'est très important. Quand on voit l'AFD, l'Agence française de développement, qui, partout en Afrique, il y a une exigence en termes d'investissement et c'est des retombées en termes d'intérêts qui reviennent sur les populations, en termes de recherche de ressources hydriques, en termes de recherche de ressources minières, etc. Donc voilà les États qui sont intelligents, pas seulement l'AFD, ça existe un peu partout. Il y a des agences allemandes, il y a des agences américaines. Quand le partenariat est construit à la base d'un rapport d'égal à égal, d'État à État, ça permet non seulement de développer les régions les plus reculées, les zones d'ombre, comme on les appelle, ça permet d'avoir accès au travail, au logement, de construire des zones, des attractions urbaines qui vont qui vont permettre aux citoyens algériens d'accéder à l'emploi, au logement, aux richesses naturelles et au développement en fin de compte. Mais en Algérie, on veut pas tout ça. Parce que quand il y a développement, c'est le développement des classes populaires, des classes moyennes. Et quand il y a développement des classes moyennes et des classes populaires, ça permet à ces classes de s'intéresser aux affaires de la cité et d'être des éléments qui participent à la vie sociétale et à la vie citoyenne. Donc c'est très imbriqué comme problème de gouvernance. Et on constate que le régime algérien, il peut céder tout à l'international. Il ne pourra jamais céder le contrôle et la domination sur la Très bien. société. Alors, Issa Rahmoun, moi je prends avec vous le pari que Macron va recevoir moi j'en suis. Parce que les Français connaissent très bien ce côté ombrageux du régime, du pouvoir algérien. Et comme il y a réciprocité généralement en termes d'accueil diplomatique, politique, يتعاملوا بالمثل, comme on dit en arabe, ils vont en faire de même. Le président algérien a reçu le ministre algérien, le président français va recevoir peut-être même là à peu près le même timing et la même durée. Peut-être. Je serais d'accord Ça avec va être vous, dur Sidi parce Jamal. que. Pardon. Je serais d'accord avec vous dans un seul cas de figure. Si une préparation d'une visite de Abdelmajid Tebboune en France, ça va Non, on verra. Mais moi, ce qui m'étonne, et ce que vient de dire Mohamed, le problème est s'il le reçoit et qu'il reste 1 heure avec lui, on se demande de quoi ils vont parler. Ça va être un peu problématique. Mais bon, ceci étant dit, il y a, en ce moment, on est en train, comme l'a dit M. Nunez, ils sont en train de parler du sécuritaire, du migratoire, de Christophe Glaise. C'est très légitime. Mais ils vont parler aussi, sans trop le crier sur tous les toits, de l'opposition algérienne, de la façon qu'il va falloir trouver pour la museler, pour répondre un peu à cette demande très pressante du régime algérien, de trouver des moyens qui ne relèvent pas de la justice, parce que la justice est indépendante. Comment faire pression un peu sur cette opposition? Il y avait des précédents. Il y a eu des personnalités algériennes qui ont été ostracisées par le pouvoir français. Oui, il y a des moyens. Mohamed Boudiaf n'a jamais eu le droit de mettre les pieds sur le territoire français. Bessaoud Mohamed Arab a été expulsé vers l'Angleterre. Sur demande il y a des moyens. En plus des assassins qui ont été. Mais aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut ne pas entrer en France et y être très présent.
Et là, je me demande comment ils pourraient Peut-être. faire. Alors, le problème peut-être que c'est l'accès aux médias. Oui. Sur l'accès aux médias, ils Sur peuvent les agir. médias, ils peuvent un Voilà. peu influer. Ils peuvent influer. Mais moi, la question que j'aimerais poser, Mohamed, Hmm. et qui va très certainement être occultée à 100%, c'est et sur laquelle le peuple algérien, les Algériens sont très attachés, et ça leur tient à cœur vraiment, et c'est peu dire, c'est la situation financière, réglementaire de ces, j'allais dire, de ces dizaines de milliers de parentèles, de clientèles, de barons, de dignitaires, comme ils disent, du régime, qui ont réussi à blanchir leur argent en France, un argent détourné au peuple algérien, qui ont réussi à l'investir en France, dont la plupart sont aujourd'hui français, de nationalité. Mais est-ce que vous pensez qu'il y aurait une possibilité qu'ils puissent en parler, sachant qu'ils sont eux-mêmes concernés, ces dignitaires, ces barons du régime? Il faut rappeler aussi que quasiment tous les dignitaires du régime sont parents par alliance. Ça veut dire qu'ils sont une mafia au sens famiglia italienne. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'acquisition d'intérêts en France ou de détention de fonds en France sans un accord tacite du pouvoir français. C'est quasiment impossible. Oui. D'accord. Donc les gens qui détiennent ces biens, qui pour nous sont mal acquis, mais qui ont été blanchis, soit dit en passant. Bien sûr. Sont blanchis. Est-ce que, au regard de la loi, est-ce que la France va se tirer une balle dans le pied? Certainement non. Parce que les personnes qui ont eu le droit d'accumuler des biens et de détenir des fonds, je l'ai dit tout à l'heure, à un niveau ou à un autre, à un titre ou à un autre, ont une allégeance à la France. Et la France ne va pas se priver de cette allégeance-là. Parce que... Plus forte raison que la plupart parmi eux sont français aujourd'hui. Il y a plus important que la nationalité. Oui. C'est de pouvoir servir les intérêts, de pouvoir être un vecteur d'influence, un élément de décision, etc. Et je pense que beaucoup sont dans cette attitude-là. Le problème, c'est que, comme a dit Issa, nous n'avons pas de récit. Nous n'avons pas de récit. S'il devait y avoir un État qui pouvait tenir la dragée haute à l'État français, c'est l'État algérien. Parce que dans notre histoire, notre mouvement national a fait sienne les valeurs de 1789. Oui. Notre mouvement national s'est construit sur les valeurs de la Révolution française, parce que c'était une révolution universelle. Donc s'il y avait un État qui était fidèle à ses fondements, il tiendrait... Un État moral. Il tiendrait la dragée haute à l'État français. Et il ne tomberait pas dans ce que nous appelons la France-Algérie ou l'Algérie... La connivence. La connivence. Or, nous n'avons pas ce discours-là. Nous n'avons tenu ni les valeurs, ni le patrimoine culturel et linguistique. Nous délapidons les atouts qui existent. Les atouts, ils sont à la fois ceux qu'on a cités et la convergence d'intérêts. Il y a une réelle convergence d'intérêts, bien compris. Tout ça est dilapidé. Et le meilleur exemple par rapport à ça, c'est de détenir un jeune journaliste sportif comme Glaise, oui, et de le condamner à des peines qui défient l'entendement sur un dossier qui, Issa pourra en parler complètement vide, mais qui est un très bon moyen de chantage. C'est un non-sens. Oui. C'est un non-sens complet. Issa Rahmoun, en moins de 3 minutes, s'il vous plaît, sur cette question de morale, d'éthique, de gens qui ont dilapidé, qui ont détourné de l'argent public au peuple algérien, qui l'ont investi globalement en France, dans la métropole d'avant, et dont personne ne parle. C'est comme si c'était une omerta non dite. Effectivement, il s'agit de lever le poil, plutôt le rideau sur cette omerta. On ne disconvient pas. Après, il s'agit aussi d'une question de procédure.
quand il y a des mandats d'arrêt internationaux émis par la justice algérienne et que ces mandats ne respectent pas la procédure algérienne, mais aussi la procédure, le droit pénal international et la procédure pénale internationale, comment la justice française va répondre favorablement à ces demandes d'extradition ou de restitution des biens, sachant que les biens, que la procédure de demande de restitution des biens coûte plus cher que les biens qu'on va restituer. Ça, d'une part. De deux, il s'agit aussi de responsabilité des deux États. L'État qui a permis à ces oligarques d'avoir une richesse ou des richesses colossales au détriment du peuple algérien, et d'une autre part, un État qui a facilité l'exercice l'exercice de la dilapidation, en fin de compte. Et aujourd'hui, la réponse, est-ce que c'est dans le cas où il y aura extradition ou des mandats internationaux seraient vidés par la justice française? La question qui se pose, autant qu'avocat pour les magistrats français, est-ce que même ces gens qui ont dilapidé, d'accord, on est d'accord, l'infraction, le crime, il est consommé, est-ce qu'ils ont des garanties de jugement équitable? Est-ce qu'ils ont des garanties de non-traitement violent, de torture en Algérie? Moi, je déplore toujours et je reviens sur vous voyez comment qu'ils ont humilié Ouahia à l'occasion de l'enterrement de ce frère. Ça, c'est un traitement dégradant. Ça, c'est un traitement dégradant. C'est très grave. Et le sort de ces oligarques, je ne défends pas les oligarques en termes de citoyens ou bien de ceux qui ont dilapidé la richesse de mes compatriotes, mais en termes de procédures, de règles, de respect de la loi, de l'état de droit. Ils n'ont aucune garantie de jugement équitable, de procès équitable, d'instruction équitable, mais aussi d'emprisonnement équitable. On l'a vu à l'occasion de plusieurs procès, y compris pour les généraux. Aujourd'hui, on est dans un État où c'est la mafiocratie. C'est des clans qui prennent des revanches sur un autre clan. Dès que l'autre clan tombe, en Algérie, c'est très facile. Tu es général, tu es en prison. Tu sors de prison, tu deviens décideur. Tu quittes la décision politique, tu rentres en prison. Mais c'est incroyable comme État. Il n'y a aucune sécurité juridique. Que ce soit pour les oligarques, les généraux, les militants politiques, les activistes, les journalistes, pour personne. Il n'y a aucune sécurité juridique. Et quand il n'y a pas de sécurité juridique, ben c'est un État, c'est une république bananière. C'est le fawda, c'est l'anarchie totale. Merci Issa Rahmoun, merci Mohamed Bakir. Juste une précision, Mohamed, je vous remercie de m'avoir soufflé un mot, parce que c'est vrai, d'un côté, pour ce qui concerne ce régime dont les barons se comptent par milliers, avec leurs parents, leurs familles, leurs clients, qui sont installés en France avec armes et bagages. Et c'est vrai que d'un côté, ils ont été autorisés en quelque sorte à détourner. Côté algérien, ils ont bénéficié d'une complicité pour les détourneurs. Mais côté français, comme vous me l'avez suggéré maintenant, il y a un pays qui a autorisé le blanchiment et le recel. Et de recel. Voilà, c'est dire que la situation est autrement compliquée qu'on ne le dit. Merci, chers amis. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bonne soirée à vous.